Bonjour et bienvenue à votre émission Qu'en pensez-vous? Une émission d'actualité où on va commenter, critiquer, donner notre avis sur l'actualité régionale, nationale et internationale. Et avec moi, comme à chaque semaine, le gourou du commentaire, Monsieur Jules Simard. Bonjour, M. Simard. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Ah, on est en forme, il le faut, hein? Sans ça, Noël, on va passer puis on le verra pas. Oui. Comment as-tu aimé la première neige? Ben, habituellement, j'ai été obligé de passer le souffleur 2 fois, vois-tu? OK. Or, quand je fais passer mon souffleur 2 fois, à la deuxième fois, il brise. Alors, tu m'aurais dit qu'elle est passée le lendemain, donc, à réparer le souffleur, parce que si c'est à toutes les fois, deux tempêtes, il n'aime pas ça, il n'aime vraiment pas ça. Moi, j'ai trouvé le truc, hein. J'habite en face d'un agriculteur qui a un tracteur avec un Ouais, souffleur avec immense. Ça y prend à peu près 12 secondes de déblayer mon entrée, mais il est vraiment fin. Mais ça, je l'ai. Je l'ai aussi. C'est parce que j'ai un côté où c'est moi qui fais, puis parce que celui qui vient pour faire le déneigement, je dois dire que, bon, c'est quelqu'un de très bien. T'attends pas, et puis quand il neige, tu le vois arriver, puis il te souffle ça. Bon, super, ça. Moi, j'ai bien aimé ça, les enfants ont trippé. On a même fait notre arbre de Noël. Wouhou! Ouais, les enfants avaient hâte. Moi, j'avais dit à la première neige. Mais moi, l'extérieur, comme je te disais, à l'arrière, c'est commencé, mais là, je commence à avoir de la pression pour mettre les choses à l'avant, dans sa façade. On a vu que ça a commencé quand même. Hein, il y a quand même... Ça nous permet de se mettre dans l'ambiance où, effectivement, on pense que le 25 décembre, en tout cas, on va au bien être en congé le 25 décembre. C'est comme la partie cool de l'hiver aussi, avant oui, Noël. Exact. Souvent, janvier, février, on a moins ça. Et c'est le moment où on a eu les grosses chutes de neige. OK? Les grosses chutes de neige nous arrivent là, habituellement là, début décembre jusqu'au 25, à part quand on a des redoux, comme on dit. Ouais. Mais à ce moment-là, c'est quand même là qu'on se ramasse. On a le froid plus en janvier et la neige un petit peu plus en décembre. En tout cas, tant mieux. Sans que c'est parti pour un autre hiver, on va passer au travers. Ah oui, ça, c'est évident. Richard Hébert, assermenté, première journée en chambre, la grande entrée. J'ai vu les photos, les vidéos. Il avait l'air fier. Il avait l'air. Je comprends, en fait. Là, ça doit être marquant quand même. Hein. Oui, puis je pense qu'il le fait. On sait qu'il est habitué quand même à faire les choses solennellement. Et parce qu'à titre quand il était au niveau des pas des possessions, mais des pompes funèbres, il agissait effectivement comme étant le premier. Donc, les choses solennelles, je pense qu'il les prend. Et il a eu l'occasion. On n'a pas eu à avoir honte de voir notre nouveau député à la Chambre des communes. Et ils vont remplacer même Denis Lemieux sur le comité des ressources naturelles. C'est déjà un bon départ. Pour lui, pour nous, je pense que ça peut être intéressant. Au moins, la préoccupation de ce qui se passe chez nous, avec entre autres la forêt, c'est quand même la place où il peut amener nos propres préoccupations et les mettre en discussion. C'est aussi ce qu'il s'est engagé à faire. Alors, je pense qu'on lui permet d'être sur ces comités-là, puis de pouvoir effectivement nous représenter et amener nos préoccupations qui sont dans ce secteur-là. Et la plus grosse des préoccupations demeure encore le renouvellement l'entente sur le libre-échange et l'entente sur le bois d'œuvre, plus particulièrement. Mais en fait, ça peut faire une différence. Tu sais, dans un sens où des fois, on a l'impression que quand tu es simple député, tu es un peu dilué dans la marée gouvernementale. Là. Je pense que l'élément qu'il peut amener là-dessus, c'est pas lui qui est à la table de négo. Mais tu comprends que à titre de comité, du membre de comité sur la préoccupation que l'on a, de pouvoir avoir l'entente la plus intéressante pour nous, pour le Canada dans ce cadre-là, il peut être celui qui peut insister, continuer d'insister, et c'est quand même le décideur final, pas lui tout seul, mais à la Chambre des communes, c'est quand même là que le vote devra se prendre. Et tu comprends, est-ce que si l'entente n'est pas très, très satisfaisante, est-ce que puis que le gouvernement la met au vote, on le sait, il y a quand même tout l'aspect là,
de voter comme ligne le de gouvernement, parti. la ligne de parti. Bon, mais avant que cette ligne de parti-là s'adresse, je pense qu'il a la latitude Oui, puis de il y a la pouvoir connaissance exprimer. aussi assez pour être capable de dire au gouvernement, je pense, regardez cette entente-là, là, ça ne fera pas l'affaire de nos citoyens. Oui, ça, je pense qu'effectivement, parce qu'il a quand même le bon pouls, je pense, Oui. des gens du milieu là-dessus. Et si effectivement, dans le cadre de la négociation, bon, une négociation, c'est une négociation, hein, entre ce que tu veux et ce qu'il va, il va y avoir, il a souvent de fois des écarts. Ça va permettre de dire, bon, ben écoute, l'écart est trop grand, là, ça ne marche pas. Nous, on ne pense pas que ça soit une bonne entente là-dessus. On va se le dire, là, on est loin d'une entente. Mais c'est pas nécessairement bon. Ouais. Tu sais, entre autres pour le bois, plus ça attend, plus la facture que tu te dois de payer en surtaxe est là. Donc, moins tu vends ou, tu sais, c'est plus difficile d'aller vendre sur le marché. Et ça serait quand même bien qu'il y ait une entente. Seul le temps va nous dire s'il fallait qu'on attende trop ou pas assez. Là. Mais, Savoir s'il faut attendre la prochaine élection présidentielle. oui, ou encore, mais ça, tu as entièrement raison. On est loin d'une entente. Mais je prenais un reportage hier soir sur des Américains, OK, qui, entre autres au Texas, tu sais, pour le Texas, ça a été très, très bon, le libre-échange, l'entente sur le libre-échange. Et ça permet de faire en sorte qu'actuellement, là, tant le gouverneur que le maire de certaines villes du Texas en sont à se dire, ben non, on se bat là, pour pas que notre gouvernement laisse tomber l'ALENA. Je pense qu'il y a plein d'États. Je pense que ça va venir de là, beaucoup. Là. Les États aux États-Unis qui vont être touchés. Parce que c'est des emplois aussi là-bas. Là. Exactement. Et ça peut... en fait, on va voir qu'est-ce qu'il y en a. Il peut y avoir une renégociation. Il va y avoir une renégociation. Elle est en train de se faire. Mais jusqu'à quel point il n'y aura pas d'entente ou enfin on va abandonner l'ALENA. Je pense qu'il peut peut-être y avoir une entente bipartite, parce que fort probablement au niveau du Mexique, on semble vouloir... mais je prenais aussi sur un même type de reportage les propres voyages de camions qui ont triplé depuis l'entente sur l'ALENA avec le Mexique. Tu sais, c'est toutes ces choses-là qui... faire en sorte que... Je pense que c'était quand même fondamentalement une entente intéressante et parce que ça nous donnait accès au marché américain, c'est évident. C'est sûr que pour le marché américain, lui, d'avoir accès au marché canadien et au marché mexicain, bon, c'est peut-être moins grand, hein, mais il reste quand même qu'il y avait aussi cette possibilité-là. Puis moi, en tout cas, je sais pas, là, mais quand on voit la pénurie de bois en Europe, il faudrait vraiment ouvrir d'autres marchés parce que là, on met tous nos œufs dans le même panier. Puis quand il y a un problème, ben là, l'industrie est fourrée. Là. mais moi, je pense qu'il y a fort probablement que oui, on parle beaucoup aussi des Asiatiques, le marché asiatique puis ces choses-là. On parle beaucoup de des possibilités de changer notre marché principal, qui n'est peut-être plus les États-Unis, mais qui ne serait plus les États-Unis, mais d'aller ailleurs. Mais je pense qu'il y a quand même des contraintes, là, même des contraintes de transport. Là, oui, puis il faut des ententes aussi avec ces gens-là. C'est ça. On a quand même aussi une entente avec le marché européen. Oui, par exemple, du fromage. Oui, c'est ça. Oui, aux fromagers, ils sont peut-être moins d'accord, mais on a quand même des ententes aussi. Bon, ben on va souhaiter bonne chance à M. Hébert dans son nouveau mandat pour les 2 prochaines années. On va voir. D'ailleurs, ils l'ont assis du côté de l'opposition. Il n'y avait plus de place du côté du gouvernement. Ça m'a fait rire. Hey, Nez Rouge, ça revient. On est content. Nez Rouge reprend du service 1er décembre, je pense. C'est combienième année, hein? 28e année. Quand même, un service important. Je pense qu'on le dit pas... Ben, on le dit assez, mais je pense que les gens ne le comprennent pas assez. Si vous buvez, conduisez donc pas. Moi, je suis d'accord que effectivement, cet élément-là, qui est une activité de solidarité et sociale importante dans
au Québec, à tout le moins, là, pour pendant cette période des fêtes où on est habitué, on a peut-être plus des petites tendances à vouloir prendre le verre et la bouteille donc de conduire peut-être plus l'occasion de conduire en état d'ébriété étant plus élevée à cette période-ci et ça permet d'avoir une action sociale, je pense, intéressante. Où je me questionne par ailleurs, c'est jusqu'à quel point ce genre d'activité-là ne sert pas aussi à ne pas responsabiliser les gens, personnellement. Durant le reste de l'année, tu penses? Non, pas juste durant le reste de l'année. Dans le temps, ils n'ont pas en prendre un coup, hein, on a quelqu'un venir embarquer. Alors, tu te déresponsabilises aussi par rapport à l'implication que c'est de conduire, non pas en état d'ébriété. Bon, je ne pense pas que ça puisse avoir une influence déterminante, mais ça peut peut-être aussi aider des gens à se déresponsabiliser. Ouais, peut-être, mais c'est aussi il reste que c'est... une superbe source de financement pour plein d'organismes. Pour des organismes, oui, parce que le monde est quand même généreux. Un peu chaud, on est tout le temps plus généreux. Oui, il y a ça aussi. Quand il nous en reste, on vide le portefeuille. Mais c'est effectivement, là, pour certaines organisations communautaires ou encore de loisirs et sportives, ça, c'est quand même une bonne source de financement. Génial! Après la 28e année de Nez Rouge, 20 ans de ciné-club à Dolbeau-Mistassini. Hein? Es-tu un fan de cinéma, toi? Pas beaucoup en temps... on y allait plus quand comme on a dit, on était jeunes. Ça me surprend. Ouais. 20 ans. Il ne faut pas oublier qu'on a été pendant un certain temps où il n'y avait même plus de salle de cinéma. C'est vrai, quand le cinéma Déon fermé. Exact. Donc, 20 ans, ça veut donc dire qu'on a des irréductibles qui adorent, et c'est du bon cinéma. En fait, on est toujours surpris. Souvent, on ne connaît pas les films, c'est pas des blockbusters. Exactement. Mais souvent, écoute, c'est des films qui ont été primés à travers le monde, ici, ailleurs. Moi, j'ai souvent été surpris de faire, bon, on va aller voir ça, je ne sais pas trop, puis faire, mon Dieu Seigneur, c'était un bon film. Ouais. La dernière fois où je suis allé, c'est avec le film Denis Filiatro, là, avec sa fille, là, qui est mourir, en tout cas. Je ne l'ai pas vu. Tu l'as. C'est lui que je suis allé voir, et moi, j'ai trouvé, c'est un film québécois que j'ai trouvé très bon, plaisant à entendre, plaisant à voir. Et avec le jeu de Denis Filiatro qui est assez correct. Dans le film. Toute qu'une vie, d'ailleurs. Ah ouais, dans le film, c'est vraiment quelque chose de bien. Ouais, mais en tout cas... mais 20 ans, c'est un bon bail. C'est plaisant. Même, mais ça prouve que c'est un besoin, c'est une demande. Oui. Ça se renouvelle aussi, parce que tu vois, il y a des gens qui vont quitter, qui vont arriver. Je pense que ça crée un engouement. C'est bien. Je sais que du temps où j'étais journaliste, à chaque programmation, on nous appelait pour me dire, bon, mais regarde, serais-tu plaisant, veux-tu faire un papier pour dire qu'est-ce qu'on va avoir comme film? Et c'est pour ça que je pense que le milieu répond à des activités qui les touchent, qui les intéressent. On en a la preuve là, que si après 20 ans, une organisation comme le Ciné-Club perdure, ça démontre que les gens l'utilisent, hein? Oui. Parce que souvent, j'avais cette discussion-là ce matin de dire, des fois, on a des services, puis on est content de les avoir, mais on ne les utilise pas, puis après ça, on chiale quand on les perd. Quand on les perd. À un moment donné, on est un peu responsable aussi de ce qu'on va avoir. On a les services qu'on mérite. Exact. Si on les utilise, je pense que ça va être là pour rester. Yes. Hey, la SQ régionale va maintenant avoir des tasers et vont pouvoir nous électrocuter. Non, mais, excusez. Mais ça vient du fait qu'il y a quelques années, il y a eu une intervention, il y a un policier qui a été obligé de tirer sur quelqu'un et dans le rapport du commissaire de l'enquête, en fait, il avait suggéré d'utiliser les tasers. Maintenant, c'est là. Les policiers de la SQ ont eu leur formation pour utiliser le taser. Une arme, écoute, l'idée est intéressante. Maintenant,
c'est pas juste beau, là. Il y a eu aussi des Oui, il y a eu des des mauvais, décès. des Il y a mauvaises eu des décès utilisations. aussi Ben oui, qui des ont décès, été ouais. faits par l'utilisation de ce type d'armes. Ouais, ça Parce reste une que arme. c'est dans ce sens-là qu'il faut le regarder. Pensez que ça peut changer la donne? Parce qu'ici, ça arrive pas nécessairement souvent que les Ouais, policiers où ont est-ce à que tu es sortir obligé leur de arme. sortir ton arme? Là? Mais pensez que ça pourrait justement déresponsabiliser le fait de dire bon, ben, on va prendre le taser, là. Ben, on va le calmer parce Ouais. que c'est plus facile de même. Peut-être. Je ne sais pas. Je pense que la question doit se poser. Ouais. Et la question s'est certainement posée Oui, oui. aussi pour que Mais moi, j'ai savoir confiance aux si les policiers. policiers. Oui, ben, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils pourraient. Ben, on ne voit pas pourquoi. Il reste que le fait que tu te dises bon, ben, j'ai un outil qui me permet de faire en sorte qu'une personne soit calmée sans que j'ai besoin de la tuer. Bon, pourquoi je... Donc, est-ce que tu vas avoir le geste de vouloir le faire plus rapidement, l'utiliser plus souvent, naturellement, qu'un fusil qui ne pardonne pas, lui? Non, non, c'est ça. C'est ça. Là, t'as Lui, comme, pardonne c'est comme pas. un sauf-conduit, à quelque part. Yes. J'ai hâte de voir, mettons, les statistiques là, dans Ouais, 5 ans. on va là, le voir. regarder, Exact, là, exact, c'est l'utilisation, le là-dessus. nombre de fois où on l'a utilisé. Si c'est équivalent au nombre de fois où on a utilisé une arme à feu, ben là, on va se dire OK, good. Sinon, Ouais, ça a été si bien. ça a triplé, mettons, là, on va peut-être... Les questions... Oui, bien là, c'est ça. On va pouvoir se dire, est-ce que c'est pas le moyen de contention le meilleur ou enfin celui qu'on utilise le plus rapidement que de juste là. Et puis, entre autres, tu as aussi la question de la force physique. Ouais. Ça amène à se dire, bon, est-ce que le policier utilise la force nécessaire ou une force trop grande ou Ouais. trop brutale pour arrêter? C'est aussi là, le même débat, si je peux m'exprimer. Mais tu sais, c'est- Pas tout à fait le même débat, mais les mêmes questionnements. Mais tu sais, moi, je me mets en situation. Là. Moi, je me suis jamais battu dans ma vie, fait que j'ai de la misère. Mais mettons, là, ça arrive, là, à un moment donné, il faut que je contrôle quelqu'un par la force. Là. C'est quand que je le sais que c'est la force nécessaire. Tu sais, Ouais, ces ouais. gens-là sont forts. Tu sais, il faut qu'ils soient bien formés aussi là-dedans. Moi, j'ai totalement confiance en notre service policier, là, mais c'est des belles questions éthiques, en fait. Oui, qui doivent se exact. poser, Et là. fort probablement qu'il... je pense qu'elle se pose lors des formations qui sont données, premièrement, aux aspirants policiers, et voire même lors des... comme là, on a des policiers de carrière qui sont allés pour prendre une formation sur l'utilisation du taser. Fort probablement qu'il doit y avoir un ensemble de conditions pour l'utilisation Ouais. aussi du taser pour qu'il puisse être utilisé de façon illégale et utilisé de façon à ne pas non plus blesser quelqu'un, parce que l'objet n'est pas de blesser là-dessus, même si un choc électrique demeure, Ouais. demeure Mais toujours c'est comme un bel ça. avantage pour les gens qui ont des autos électriques, vont pouvoir appeler la police. La batterie va être La déchargée. batterie va être- Ah, ben c'est bien, on n'avait pas vu celle-là. Bon, on sait qu'après tous les remous qu'il y a eu à la DPJ régionale, on sait qu'ils ont été blâmés sévèrement, entre autres pour la mort d'un bambin de 22 mois. Caroline Gaudreault, qui était là par intérim depuis quelques temps, a été confirmée dans son poste de nouvelle directrice de la DPJ régionale. Je l'écoutais en entrevue, puis je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont été très ébranlés par ce rapport accablant qu'ils ont eu il y a quelques mois et que j'avais vraiment l'impression là, qu'elle voulait que les choses se fassent, qu'on n'en réchappe pas d'autres comme ça. Oui, c'est ça, et qu'on fasse une utilisation de ce service là, dans les règles de l'art. Mais tu sais, moi, j'aimerais pas ça faire ça. Là. Imagine, là, t'es entre l'enfant et le parent, là. Tu veux protéger l'enfant, tu veux protéger le parent contre lui-même, à quelque part, mais tu t'immisces dans... Tu sais, on dit en relation internationale, pas d'ingérence. Exactement, là, exactement. C'est pas... on voit cet élément-là. Par contre, on a aussi... la DPJ est quand même aussi là pour aider des jeunes qui sont en difficulté eux-mêmes là, à obtenir des services pour qu'ils puissent s'en sortir. C'est aussi, tu sais, on voit toujours peut-être, le critère ou le caractère de l'intervention entre les parents qui font de la maltraitance ou des choses comme ça. Ça, c'est une de l'action, puis une action qui est fondamentale. Et l'autre, tu sais, veut dire, quand le parent te dit
Écoute, oui, c'est vrai. Bon, écoute, j'ai pété un plomb, là. Mais c'est pas mon genre de péter un plomb. Bon, redonne-moi mon enfant. Veut dire, le parent n'est pas nécessairement disposé à aller aussi faire un test de savoir s'il va repéter un pont ou pas. Oui, mais c'est difficile. Est-ce qu'on a une intervention? Moi, j'ai déjà habité dans un appartement à Chicoutimi où, en dessous de où on habitait, ça brassait solide. Puis les enfants, là, tu sais, je le sais que la police était tout le temps là. Fait que, à quelque part, ils étaient entre bonnes mains, là. Mais c'est troublant, là. Où on peut, comment on en arrive là? Puis, tu sais, je veux dire, c'est supposé être beau, là, la famille, les enfants. Quand ça devient une problématique, il faut aussi intervenir. C'est ça. Jusqu'à quel point l'intervention sociale là, dans le privé se doit d'être là. Ouais. Ça nous amène peut-être un peu, je ne sais pas si tu as vu je sais que je fais un peu de coq à l'âne, mais tu as vu le reportage sur l'utilisation de Messenger entre quatre madames. Oui. Tu sais, c'est un peu l'intervention sociale privée. le privé qui utilise un média social, ben, tu sais, là, tu te ramasses toujours, ben, là, jusqu'à quel point l'intervention sociale dans le privé ne brime pas aussi là, la liberté de quelqu'un. Je sais qu'on va loin là, quand on parle de ça, mais c'est quand même tous ces concepts-là qui sont en jeu lorsque l'on regarde ça. Mais parlons-en là, des petites madames qui ont écrit sur... mais c'est particulier ça, parce que, tu sais, moi je me dis quand tu passes des semaines à critiquer ou à pas être d'accord puis à chialer, mais ça c'est très québécois. Là, si j'ai un problème avec toi, je vais en parler à l'univers à la place de t'en parler. Exact. Il me semble que ça règle rien, puis là on se ramasse dans des situations comme ça relativement absurdes, quand des fois une bonne discussion franche, là, où il n'y a pas d'attaque personnelle, on parle d'arguments, on arrive avec des idées, ça peut régler le problème beaucoup plus rapidement et facilement que de traîner ça en longueur, toujours par la médisance, par en arrière. Exactement. Ça, c'est un trait de caractère que nous avons. Hein? Ben moi, en tout cas, j'ai voyagé énormément, puis c'est très québécois comme manière. Exact. C'est un trait de caractère, je pense qu'on aurait avantage à... On n'aime pas ça, la chicane. Non. On préfère la médisance. Oui, c'est ça. Mais tu sais, on aurait certainement avantage à le travailler. Ça origine aussi fort probablement pas de la perte, là, mais de changement de valeur que nous avons aussi dans notre société. Ça peut nous amener à être plus médisant que chicanier. Oui. En tout cas, moi, j'aime beaucoup confronter. J'aime ça débattre. Je trouve ça. Oui, non, ça, c'est correct. C'est super simple. Il faut le faire. Il faut le faire. Alors, je ne dis pas. Attends, là, on parle de médisance. Hein? Ouais. C'est pas la question de la discussion, l'échange de propos, la vue de telle orientation qu'on aimerait mieux à faire. On n'est pas à ce niveau-là. On est vraiment sur de la médisance. Je disais dans le... Tu sais, la journaliste du quotidien n'a pas voulu reprendre, il paraît, les propos parce que c'était, oui, pour le moins. Okay. Ça allait même plus loin que de ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est... Faut faire attention. Oui, mais ça, là, tu le sais, on le voit tous, là. Tu sais, mais je ne suis pas un gros fan, disons, des médias sociaux. On les utilise quand même tous, là. Et des fois, tu as des commentaires qui auraient pu être passés à côté. Là. Moi, je considère que les médias sociaux, c'est pas un endroit pour débattre. Moi, quand je veux parler à quelqu'un, je l'appelle. Ben là, ça demeurera toujours la meilleure. Parce que là, tu es capable de jauger le ton, tu es capable de parler calmement, tu es capable d'avoir des arguments, de rebondir directement. Puis autre chose que je veux dire aux gens, débattre, là, pas être d'accord, c'est sain en société, ça fait avancer les idées, si on est prêt aussi à écouter les autres, là. Mais où je suis tanné, j'ai l'impression que on voit beaucoup ça. Des gens débattent là, ensemble. Là, on va débattre, on est 4-5, on débat, puis tout le monde est d'accord. Mais là, on s'enflamme, puis tout le monde est d'accord. Ça ne sert pas à grand-chose. Confrontons nos idées avec ceux qui ne sont pas d'accord, mais de manière saine. Je me semble que c'est ça qui nous ferait avancer en tant que société. En tout cas, je ne sais pas, je suis peut-être utopiste. Non, mais si on ne le dit pas, on ne le dit jamais, il ne pourra pas y avoir de changement. Hein. C'est clair. Hey, as-tu Internet chez vous? Oui. Il y a des gens qui ne l'avaient pas et maintenant vont l'avoir. Le programme Québec branché, dans la vague des on est en élection dans un an, on sort de l'argent. Il y a 6,1 millions
de dollars qui va être affecté pour la région, juste pour brancher les familles qui ne sont pas capables d'avoir Internet. Ce qui est, ça, je pense qu'on est rendu là aussi. Oui, oui. En fait, c'est pas la première fois qu'on a des programmes pour favoriser. On va finir par brancher tout le monde. Bien là, c'est ça. Là, à un moment donné, il faut que tu réussisses à le faire. Je pense bien que même si tu es en région, on le dit souvent, là, en région éloignée, ça ne veut pas nécessairement dire que que tu ne peux pas être proche des autres quand même. Et Internet est effectivement, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, là, un des moyens de communication. On parle des médias sociaux tout à l'heure. Là. C'est quand même le média d'information qui nous permet d'être tant aux îles Mouk qu'ici, être en communication. Ouais, c'est dans l'instantanéité. J'ai lu une statistique intéressante sur l'utilisation parce que quelque chose qu'on ne se pose pas, tu sais, je veux dire, là, on a accès à Internet partout, notre téléphone, ordinateur, on envoie des courriels, on fait des recherches, on fonctionne beaucoup par ça. Mais sais-tu que ça prend énormément d'énergie? Que ça prend autant d'énergie faire fonctionner le parc Internet du monde que l'aérospatial, donc l'ensemble des avions sur la planète. 2 recherches Google, ça déploie la même énergie que faire bouillir une tasse d'eau. Non, mais c'est... Donc, maintenant, il va falloir se poser une question là-dessus aussi. C'est sûr que notre énergie ici renouvelable, l'hydroélectricité, c'est une énergie renouvelable, mais ce n'est pas le cas partout. Il y a encore du charbon, il y a encore du nucléaire, il y a encore... En tout cas, un jour, on va arriver à ces débats-là parce que oui, ça facilite la vie, mais ça a un coût environnemental aussi. Hein? Environnemental. Ça a aussi, on n'embarquera pas sur le coût social, mais ça a un coût économique aussi qui est important, comme tu le soulignes, là, même si ça n'était que de dire... c'est sûr qu'au Québec, on se dit, ouais, c'est pas super parce que de l'électricité, on en a, là. Il paraît qu'on en a même énormément beaucoup. On la donne aux entreprises, on pourrait la donner aux gens qui utilisent Internet. Ça peut peut-être venir qu'à être cela. Mais quoi qu'il en soit, le coût de l'utilisation, les données que tu nous amènes là, non, mais pas y penser, je les avais pas vues. Imagine, tu es tout seul dans le bois, il faut que tu fasses bouillir une tasse d'eau, comment d'énergie ça va te prendre? Exact. Là, 2 recherches Google. Là, non, c'est impressionnant, mais en même temps, je vois des solutions déjà. Là. Comment on pourrait récupérer cette chaleur-là ou cette énergie-là pour chauffer d'autres choses. En tout cas, il y a peut-être des solutions qui vont venir avec l'avenir. D'ailleurs, c'est pour je me souviens pas, je suis peu familier avec les termes là, qui sont reliés à cela, mais pour le stockage de données ou ces choses-là, hein, tu as des immeubles, des garages, des entrepôts énormes dans lesquels on met ces... eux autres, là, ça en dégage, ça aussi, hein? Et de la chaleur et... C'est pratique, tu n'as pas à chauffer ta maison. C'est évident. Là, et ton garage. Et ton garage. Oui, non, mais tu sais comment chauffer ton garage. Oui, pour moi, il vient de trouver le truc. Il y a une sortie des organismes de défense des droits de la région qui disent qu'ils sont sous-financés. Et là, moi, je regardais les chiffres et là, je fais « Mon Dieu, c'est vrai que c'est sous-financé. » Quand tu regardes que, genre, l'Astuce fonctionne avec à peu près 30 000 par année, là-dedans, là, ça compte les salaires, les déplacements, les interventions, tout. Le loyer. Le loyer. Hey, c'est pas beaucoup d'argent. Comment... Ben, en fait, là, je sais pas. Moi, je trouve que c'est des organismes qui aident la communauté. On en a besoin. On n'en a pas besoin tous les jours, là, mais des gens en ont besoin peut-être plus régulièrement. Est-ce que c'est un filet social qui est nécessaire? Est-ce qu'on devrait financer ça davantage ou on laisse porter ça à bout de bras par des gens qui croient vraiment au projet comme on fait souvent dans le communautaire? Oui, on se fie peut-être davantage sur le communautaire pour avoir une intervention qui soit efficace pour... Mais ça s'inscrit aussi, tu sais, la défense des droits. Puis je sais qu'il y a une manifestation, entre autres, aujourd'hui aussi à Québec sur justement les organismes communautaires qui n'ont pas assez d'argent pour faire, parce qu'on sait que c'est là-dedans que les compressions ont lieu. Hein? On le sait parce que les gens, ils croient en leur projet, fait qu'ils vont continuer à le faire pareil. Ils continuent à le faire, soit avec bénévolement ou soit les encore... coupes des heures. Exactement, on fait moins d'heures, ou on a une présence moins assidue qu'on aimerait l'être Mais tu sais, le pire, c'est que ça ne prendrait pas beaucoup d'argent
Non. Ça n'en prend pas énormément. Ça ne prend pas des milliards et des milliards de dollars pour relever le niveau des organismes communautaires partout. Il ne faut pas oublier que ça fait travailler des gens. Puis moi, il y a une affaire qui m'énerve. OK? Quand une entreprise pose une candidature pour le gouvernement ou vend un appel d'offres, là, on donne un contrat. Hein? On est d'accord. Mais si c'est un organisme communautaire qui a besoin d'argent pour son fonctionnement, pour donner un service, là, c'est une subvention. Explique-moi ça. Tu as raison de dire que on donne à un organisme communautaire une subvention pour financer un projet qui est présenté par un organisme communautaire. C'est exactement comme un contrat là, exact, pour une entreprise. C'est ça. Exact. Par ailleurs, ce qu'il y a aussi, c'est que tu peux avoir des formes de contrats avec des organismes communautaires sur la réalisation de projets d'intervention de tel et tel. J'ai en tête, disons, une organisation comme un service externe de main-d'œuvre, OK? Ce qu'on appelle l'SMO. Eux, ils ont eux aussi un plan avec le ministère de la Solidarité sociale qui leur permet d'intervenir avec tel type de clientèle, et c'est eux qui interviennent. Ce n'est pas le fonctionnaire du ministère. Ouais. C'est eux qui interviennent. Donc, ils reçoivent là, à la pièce, effectivement, des sous pour être capable de le faire. Je ne me souviens pas si on appelle ça subvention ou mais c'est juste que c'est tu sais, pour monsieur, madame, tout le monde, là, qui est un peu là, à droite, là, quand on donne un contrat d'entreprise, ils font « Hey, bravo, on fait travailler les gens de chez nous ». Mais quand on donne une subvention, ils disent « Hey, regarde où s'en vont mes impôts ». Oui, c'est ça. C'est la même affaire. C'est la même affaire aussi quand on se dit « Regarde, on a donné une subvention à telle entreprise ». Ben oui. Là, ça n'a pas le même... ça n'a pas le même impact. Et effectivement, quand on donne une subvention pour la réalisation d'un projet, en fin de compte, c'est quoi le projet? Hein? C'est un service que tu ajoutes ou que tu mets. Tu construises un pont ou que tu aides des personnes en difficulté, on te donne un mandat, on te donne de l'argent pour faire ça. C'est ça. Ça peut être un bon contrat. En tout cas, moi, je suis vraiment tanné de sais-tu qu'on peut la regarder fort probablement que nos élus auraient peut-être avantage à regarder cette intervention-là. Ben, regarde, quand tu donnes une subvention au Festival du Bleuet, hein, tu lui donnes une subvention au Festival du Bleuet pour faire de réaliser une activité qui est touristique dans notre milieu. On donne une subvention. Mais quand tu sais, veut dire, en fin de compte, tu donnes aussi des services. Et quand tu donnes des services, là, ils ne te le mettent pas nécessairement. Ils disent, bon, oui, plus on te donne aussi là, des services. On te donne 15 000 $ en argent, mais on te donne aussi des services de transport, des tables de transport. Sauf que ça, on ne le comptabilise pas. Non, ça a un coût aussi. Exactement. Ça veut dire, il est comptabilisé dans la municipalité. Ouais. Je sais qu'à un moment donné, tu sais, quand on a fait la nouvelle politique je suis en train de me demander si on fait trop de coq à l'âne, mais quand on a fait la nouvelle politique on va s'acheter ici... une ferme. Oui, il va falloir. Il va falloir. La politique que nous avons mis de l'avant pour aider les organismes communautaires ou de loisirs ici, là, à Dolbeau, Mistassini, on a effectivement... On comptabilise quand même les dons qui sont faits autres que les subventions. OK? Oui, l'organisme a besoin de faire fermer les rues, une rue pour faire une activité. Bon, oui, on est prêt à te donner 1 000 $ là, pour t'aider à supporter l'activité, sauf que tout le travail qui est relié au service policier pour fermer la rue, tout le travail qui est... Ça aussi, on le comptabilise, on dit, bon, on va avoir besoin de 6 heures de travail, hommes ou plus, là, pour pouvoir réaliser la chose. On se dit aussi, on te le donne. Et on signe maintenant des ententes qui permettent de pouvoir faire ça. Ça a au moins cet avantage d'être plus transparent quant au coût réel là, que l'on a. C'est intéressant. Sauf que ce n'est pas le même effet que l'entreprise privée. On devrait prendre le contrôle du monde. Ah oui, bien, ça a toujours été ça. Dernière petite nouvelle régionale, ça touche tout le Québec, là, mais Bell Media a décidé de faire des coupures parce que, bon, comme tous les médias qui ne sont pas numériques, il y a des pertes de revenus publicitaires. Donc, entre autres, dans la région, Rouge et Énergie, les radios on n'aura plus de bulletin de nouvelles la fin de semaine.
On va dire peut-être que c'est là qu'on écoute moins les nouvelles, mais je trouve ça juste triste, ce constat-là, tu sais, de dire... Bien, puis tu as eu aussi un appel cette semaine au niveau des médias, plus particulièrement écrits. Oui, là, la presse écrite menacée, je ex- l'avais aussi Ah, comme point, OK. mais on peut en parler ensemble, en Et, fait. ça s'inscrit, je pense, Ben oui, dans, ben oui. dans les mêmes éléments. Il y avait, au niveau de la radio, je reviendrai sur la question, il y a eu une couple d'années, on avait fait venir le RNC, le président de RNC Média, qui est, comme on le sait, propriétaire Le réseau ici Planète. du groupe Planète, et qui était venu et qui avait dit que on ne peut plus compétitionner ou on ne peut plus penser information locale et régionale sans que l'on mette en commun des ressources pour pouvoir le faire. Parce que ça coûte très cher pour une boîte de consacrer une seule ressource à faire des nouvelles et à rechercher la nouvelle. Et c'est le mandat que l'on a, qu'on reçoit du CRTC pour être capable de le faire. Mais on ne bénéficie pas d'un revenu direct pour pouvoir faire cela. Or, ce qu'on se dit, c'est que, prends comme RNC peuvent se le permettre, elle se dit, bon, bien écoute, on est une boîte qui a qu'on peut mettre plusieurs journalistes, donc on va s'organiser pour que la nouvelle, on va donner un exemple de Dolbeau-Mistassini, peut peut-être aller à Roberval. Il peut y avoir des vases communicants comme ça, ce qui permet d'alimenter un bulletin de nouvelles local et régional, peut-être plus facilement. Mais ça n'empêche pas. Mais le défaut que ça a, ça, c'est qu'à un moment donné, c'est que tu as plein de nouvelles de Roberval. Puis c'est pas que c'est pas intéressant, mais là, on va couper sur des nouvelles très locales où on va parler, je sais pas moi, de Saint-Thomas-Didyme ou d'une affaire qui est importante pour le milieu, mais on n'en parlera pas parce que là, on n'est pas capable de couvrir tout. Je trouve ça triste pour les communautés. Tu sais, c'est 1% du poids médiatique national, là, la nouvelle locale. Ouais. C'est important pourtant, mais on est très bien informé sur les nids de poules à Montréal. Ah oui, non, mais cet élément-là, ça entre dans le fait que l'information, théoriquement, OK, ça passe par des médias qui sont dans le privé, mais l'information, elle, que tu diffuses, elle coûte de l'argent aux médias et ne le rapporte pas. Ouais. Elle va lui rapporter par la cote d'écoute. Mm-hmm. Hein, il est en mesure de dire à son publiciste, écoute, fais-nous une cote d'écoute de temps, puis si t'allons chez nous, il y a du monde qui t'écoute, qui vont t'entendre, et ces choses-là. Mais là, tu ne vends pas l'information nécessairement. Or, tu comprends? Et c'est pour ça qu'on a mis de l'avant des programmes où, enfin, on a, dans certains pays, l'information est subventionnée par l'État. Le service, pas juste comme Radio-Canada. Je veux dire, la demande qui est faite, là, entre autres, ça pourrait être aller à TC Québécois qui se disent, bon, ben écoute, oui, on va vous aider à passer à travers. Une énorme salle de nouvelles pour tous les médias écrits. Non, tu restes propriétaire de ta salle de nouvelles, sauf que compte tenu du fait que tu crées de l'emploi en le faisant, pour te permettre de pouvoir vaguer à des occupations et continuer d'avoir un service d'information professionnelle, eh bien, ce qu'on va te permettre, c'est, s'il te coûte 10 millions juste pour faire bon, bien, je veux dire, on va te donner une aide de 1, 2 ou 3 millions pour pouvoir le faire. Ouais. Il y a même, dans certains pays, actuellement, toute l'information, même si c'est l'entreprise privée qui le donne, OK, le service est entièrement subventionné ou aidé par l'État pour pouvoir permettre de donner le service d'information. Oui, parce que là, le défaut que ça a, c'est qu'on veut tellement aller chercher l'intérêt public, en fait. Pas l'intérêt public, l'intérêt du public, là, qu'on va un peu se pervertir avec à travers des vox pop et des commentateurs qui donnent leur opinion à Saint-Saëns sur à peu près tout ce qui maintenant, ça devient... un peu comme on fait, nous. Ouais, je ne veux pas nous lancer de pierre, mais ça devient actuellement un peu la demande de la part du public. On ne veut plus juste avoir un fait. OK? On veut avoir un fait et on veut le faire placer dans un contexte, on veut le faire placer dans une perspective.
Et je pense que l'information se doit de... c'est pas de l'information commentée, ça, là. C'est une information où tu la places dans sa perspective, qu'elle soit historique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit politique. C'est pour ça que quand on a un grand désastre, on a, mettons, pendant une semaine, la même nouvelle déclinée en 700 entrevues différentes? Non, parce que là, ce que tu as, c'est comment faire pleurer son père et sa mère sur un sujet et garder l'intérêt. Ça, il faut faire attention à cela. Surtout sur des... tu sais, quand tu n'as pas de nouveautés, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses qui se passent, là. Ça se passe, mais tu sais, veut dire que ce n'est pas une nouvelle. Ça entre dans l'idée, dans le concept de reportage. Et là, oui, mais il faut que tu le places. Tu comprends? Tu peux faire une nouvelle en disant, bon, oui, il y a eu tempête de vent épouvantable vendredi, il y a 2 semaines dans le secteur. Il y a eu plusieurs garages qui ont volé, des garages de toile qui ont volé. Il y a eu des arbres qui ont été déracinés. Ça, là, c'est juste des faits que tu donnes. Par contre, le garage de toile qui a été brisé par le vent, il peut faire l'objet, lui aussi, d'une forme de reportage. On va aller faire une entrevue avec le garage. Oui, c'est ça. Non, pas avec le garage, mais avec le propriétaire. Tu peux aller faire pour voir, bon, c'est quoi les bris exacts qui peuvent être occasionnés par ce genre d'événement-là. Ça devient, là, une information qui, oui, elle dure 2 jours, mais elle te permet d'amener un volet, une conséquence humaine. Je comprends, mais moi, je crois qu'on éduque notre public, puis si on lui donne de la nouvelle de qualité, il va se niveler par le haut, puis si on lui donne des vox pop à Saint-Saëns de gens qui commentent sur n'importe quoi, n'importe comment, bien, ça va donner une société qui se nivelle par le bas. Oui, mais c'est parce que tu pars du principe que le vox pop est pas nécessaire. Le vox pop peut être bon parce qu'il te permet d'avoir... Je ne te parle pas de la qualité du commentaire. Parce que la qualité du commentaire, elle va toujours être celle qui convient à chacune des personnalités qui sont là. Oui, là. mais on les édite. On va faire un vox pop, là, on a demandé à 100 personnes, mais on va prendre les 3 qui ont l'air le plus bizarre. Oui, OK. Mais là, tu joues avec le rôle éditorial de l'entreprise de presse. Oui. C'est à ce niveau-là que si je fais ça en vox pop, non, mais je vais te donner l'exemple. Sauf que si en passant, il n'y en a plus un chat qui va nous écouter parce qu'on le sait, une nouvelle... OK, à la radio, il faut que ça dure au maximum 45 secondes. Il est démontré qu'à 46e seconde, il n'y a plus un chat qui t'écoute. Donc, si tu veux envoyer un vox pop, là, dans 45 secondes, là, tu fais dire... Mais c'est parce qu'on l'a vu souvent. Là. Moi, je me rappellerai tout le temps, lors de la crise étudiante, là, je n'aimerais pas la station de télé, mais chaque fois qu'il y avait une personne qui était interviewée, qui était pour la grève étudiante, il avait toujours l'air d'un gros poteux avec des rastas tout croche. Et pourtant, il y avait des gens en veston-cravate qui étaient aussi pour la grève étudiante, mais les autres, on les interviewait jamais. Donc, on faisait un choix éditorial parce qu'on fait aussi une espèce de propagande, là, selon les points de vue éditoriaux. Avec l'image, oui. En tout cas, parlons maintenant d'un autre type de propagande. Ça nous amène, c'est quoi l'objectivité, c'est quoi l'honnêteté? Ah, oui, c'est ça. 2 choses que je ne connais pas. Là, on parlait de propagande. Ça nous amène à parler de la mise à jour économique du gouvernement du Québec, qui, bien sûr, s'en défend bien de faire un budget préélectoral en faisant des baisses d'impôts et en réinvestissant massivement l'argent qu'ils ont déjà coupé dans les services publics. Qu'en penses-tu? Et ça me fait rire, ça. Tous les analystes, tout le monde le voit, là, que c'est des bonbons préélectoraux. Le gouvernement s'en défend. Pourquoi il n'assume pas? Il me semble qu'ils perdent la crédibilité en n'assumant pas. Oui, je veux dire, il a dit ce que monsieur Laetao, j'ai trouvé de la Laetao soulignait, c'est que oui, c'est vrai que nous faisons une baisse d'impôts à 1 an des élections, sauf que ce que nous faisons une baisse d'impôts. Nous n'annonçons pas que nous allons faire une baisse d'impôts. Nous faisons une baisse d'impôts parce que nous avons une marge de manœuvre pour pouvoir être en mesure. Nous sommes en panique parce que dans les sondages... Ah, ça, c'est évident que tout ça entre en ligne de compte, là, OK.
Mais je pense qu'il faut regarder aussi là le fait. Le fait, c'est qu'on va retourner dans les poches des contribuables quelques sous et on va réinvestir quelques dollars dans les services dans publics, l'éducation. santé, éducation, entre autres. Mais ce qui est triste, là, c'est que, mettons, là, on a coupé, là, et là, on a enlevé plein de services dans les écoles. Là, on va les remettre. On va remettre les services qu'il y avait au bout du compte. Mais là, pendant cette laps de temps-là, il y a des étudiants, des bénéficiaires qui passent dans Ils ont encore des projets qui n'ont pas, il y a des projets qui n'ont pas pu être réalisés, qui auraient été intéressants et qui ne sont plus réalisables parce que là, on ils a sont passé la fenêtre et terminé. Exact. Ce genre de choses-là là, qui vont avoir. Il reste que... Tiens, ça, là, la question des baisses d'impôts puis d'augmentation d'impôts, puis tout, ça a toujours fait l'objet de campagne électorale et de thèmes de campagne électorale. La vraie affaire, c'est que si le gouvernement du Québec a besoin de taxer l'ensemble des contribuables à hauteur de 20-40 de leurs revenus, quand il dit qu'il te fait une réduction d'impôts, là, il va te la faire de 1 ou 2 C'est quoi la différence entre taxer à 38 et taxer à 40? 2 Oui, mais c'est pas de l'argent. Hein? On paye toujours ce que ça coûte. Ben oui. OK, et quand on nous réduit de 2 c'est parce qu'on a réduit soit des services ou soit l'argent destiné à des services. On les a réduits. Ben, c'est ce qu'on a fait depuis 3 exact, ans. C'est avec ce qu'on le a fait. gouvernement. Or, je ne sais plus, je ne sais pas, pardon, jusqu'à quel point aujourd'hui ça a une influence sur l'électorat. Oui. Oui, parce que là, ils ont tenté de jouer dans la talle de la CAQ là, avec ses baisses d'impôts, surtout les chèques aux familles. Là, ça, c'est des vieilles idées. On se prendra au temps du Duplessis. Je sais pas, il y a une... Je comprends les gens d'être cyniques. J'ai l'impression qu'on fait encore de la même politique. Ça joue sur le c'est quand on va avoir des projets de société. C'est quand on va avoir un gouvernement qui va nous promettre une réforme du système de santé pour qu'il n'y ait plus d'attente puis qui va le réaliser. Il y a plein d'endroits où il n'y a pas d'attente dans le système de santé. Pourquoi? Il doit y avoir des solutions qui fonctionnent. Pourquoi on ne copie pas ça puis qu'on continue? Moi, ce que je trouve drôle, là, on réinvestit de l'argent dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Comme si en mettant plus d'argent, ça allait se mettre à fonctionner. Non, je pense qu'il faut sortir du paradigme et trouver une nouvelle manière de faire. Il y a plein de gens qui l'ont fait. Puis moi, je vois des pays où ils ont des services, écoute, hallucinants. Ils payent beaucoup d'impôts. Ils en sont fiers. Moi, ça m'a étonné. Ici, là, c'est comme si... non, mais on paye pour quelque chose. Ici, l'impression qu'on a, c'est qu'on paye de plus en plus d'impôts avec de moins en moins de services tout le temps. Et c'est là que c'est ça qui contribue, comme tu disais tout à l'heure, au cynisme maintenant de la population à l'endroit de la politique. C'est peut-être aussi ce qui explique que, je reviens peut-être un peu à nos analyses qu'on faisait sur la dernière campagne électorale municipale où on a assisté partout au Québec à des changements de garde, mais des changements même de ça. Entre guillemets, un peu plus à la gauche qu'à la droite. Là, un peu drastique, beaucoup de jeunesse. Est-ce qu'on pourrait voir ça au provincial? Oui, moi, je pense qu'on s'oriente fondamentalement. J'ai hâte de voir, parce que PLQ, ça va pas bien. PQ, ça va pas bien. CAQ, ça semble bien aller sur les sondages. C'est parce que c'est nouveau. Ben, on l'a jamais essayé. Ben oui. Ben, par contre, lorsqu'on fait l'analyse du discours, on est pas mal dans les mêmes tales. Oui, on a aussi de vieilles idées qui sont encore là. Mais là, on a l'idée fondamentale. On vote aussi souvent de fois plus sur l'apparence que sur le concret. Mais je comprends aussi des fois de dire, même s'ils ont les mêmes vieilles idées, l'autre partie, on va leur donner une chance parce que les autres, ça fait combien de temps qu'on les a, puis au bout du compte, on s'aperçoit qu'il y a pas grand-chose qui change. Puis tu sais, là, l'épée de Damoclès, entre autres au-dessus du Parti libéral, au niveau de la corruption, on n'a pas nécessairement de preuves, mais ça fait des années que ça le pend au bout du nez. T'sais, les gens ont un doute raisonnable. En fait, c'est ça. Puis ça, ben, ça nous aide pas à avoir le goût de revoter pour eux autres. Et le goût aussi de s'impliquer dans la chose politique. Ça, là, tout ça, ça entre en ligne de compte. Je pense qu'il faut se réjouir
de voir que, oui, on a regardé les finances de l'État, on est en mesure de dire, nous avons trop ramassé l'argent, on en retourne dans les poches des contribuables et on en réinvestit dans certains secteurs par rapport à ça. Ça, là, c'est correct, il fallait le faire, il faut le faire. OK? Ouais. La question, c'est le moment, c'est le temps. C'est que tout le monde dise, bon, ben voilà, on l'a fait, puis on le ramène à un an des élections. Et puis, qu'est-ce qu'on va avoir dans le budget maintenant, là? Peut-être le budget qui s'en vient là, au mois de mars, là. Ouais. Mais, puis tu sais, là, il y a quelque chose, moi, que j'ai trouvé tout le temps débile, puis ça nous prouve, en fait, que c'est des mesures électoralistes, c'est que le grand théoricien économique Keynes, là, qui est enseigné dans toutes les universités, etc., il est clair, dans le keynésianisme, là, quand tu fais du surplus, là, c'est là le moment de rationaliser, l'économie va bien, puis c'est quand là, ça va mal qu'il faut investir. Pourquoi notre gouvernement a fait totalement l'inverse si c'est pas pour des vues électoralistes, tu sais? Ah, je veux dire, en tout cas. Non, mais je suis quand même content, là, hein, qui réinvestissent en santé, deux qui réinvestissent en éducation oui, et qui nous retournent quelques sous dans nos bourses. C'est correct. Non, mais c'est normal qu'on soit content. Mais ce que je trouve bizarre, c'est qu'on va réinvestir, on fait une grande... Tu sais, hey, on va réinvestir en éducation, mais on réinvestit moins que ce qu'on a enlevé. Je veux dire, au bout du compte, oui, ça, c'est tout. C'est ça. C'est comme faire du surplace dans un tas de boîtes, là. Hey, j'ai le goût de parler de... Hey, il ne reste plus beaucoup de temps. Je veux parler de Ratko Mladic, le boucher des Balkans, qui, après 22 ans, a été condamné, crime contre l'humanité. C'est hier, ça, hein? Je veux dire, hier, là, il faut se rappeler, le Ratko Mladic, c'est lui qui a fait le massacre de Srebrenica. Ceux qui ne savent pas, je donne un exemple. Le débarquement de Normandie, les 100 premiers jours, il est mort 10 000 soldats de l'Alliance, en fait, des Alliés pour le débarquement de Normandie. 10 000, OK? Cet homme-là a fait tuer 10 000 personnes en une journée à coups de machette dans un stade à Srebrenica. Donc, et là, il a été jugé coupable. Moi, ma question, c'est pas est-tu coupable ou pas, là, parce que clairement, là, il y a un problème. C'est 22 ans plus tard. Puis là, en plus, il porte sa cause en appel. Mon Dieu! Non, mais on peut aussi être cynique envers la justice, non? Oui. Ben, en fait, oui. Ça dépend de ce qu'on recherche. Hein? Oui. Moi, je pense que ça dépend de ce qu'on recherche. Regarde, la Deuxième Guerre mondiale, tu as eu le même phénomène. Là. On n'a pas attendu 22 ans avant de faire le procès de Nuremberg, mais il reste que tu as des gens qui ont été, oui, condamnés à la peine de mort, d'autres qui ont été condamnés à de la prison en perpétuité, et d'autres un peu moins. J'ai entre autres en tête Speer, qui a écrit d'ailleurs beaucoup de romans, pas de romans, de volumes pour relater ce qui se passait dans l'histoire du Troisième Reich. Mais l'élément qui est important de voir, c'est 22 ans, il faut dire, je pense que tu as eu une Canadienne qui a travaillé beaucoup à mettre de l'avant, à rechercher les preuves, à poursuivre. Ça prend aussi la volonté de quelqu'un de vouloir le faire. Et après, oui, ça te prend de l'argent pour le monter. Et si on n'a pas personne qui veut rendre justice, et c'est drôle, ça ne pouvait pas venir du pays. Non. Ça ne pouvait venir que de l'international. Et c'est là... Je pense que, parce que dans le pays, oui, écoute, il a été le dirigeant d'une faction pendant un certain temps. Il était, même s'il n'était pas légitimement élu. Parce que tu ne veux pas rebrasser ça à l'intérieur du pays. Oui, puis en plus, puis même, c'est ça, là, tu as la chose. Mais que tu le fasses, que quelqu'un le poursuive, se documente, monte une preuve, il faut que tu montes une preuve pour être capable. Il l'a donné quand, là? Il l'a donné à qui? Il l'a donné comment? Comment est-ce que ça s'est interprété? Puis, tu as tout ça là, qu'il faut que tu débattes. Là. Et tu comprends qu'il faut que tu sois assez solide sur les faits. Puis, on le sait qu'il était là, puis qu'il faut voir la main qui a donné un ordre quelconque là, pour le faire. Maintenant, c'était quoi l'idée derrière? Est-ce que c'était... C'est tout ça, je pense. Quand tu fais tuer 10 000 personnes à coups de machette, il y a peu de bonnes raisons que tu pourrais me donner. Non, c'est ça. Non, j'amène pas. Mais il faut que tu...
faut qu'on sache c'est quoi l'ordre qui a été donné. Tu sais, c'est quoi exactement? Tu sais, est-ce que, hey, vous avez toutes des machettes, là, tuez-les, là. Oui. Tu sais, c'est fort probablement pas de même qui a été donné l'ordre. Mais par contre, s'il avait été donné de même, c'est facile de condamner quelqu'un, là. Oui. OK, t'es capable de... Mais là, il faut que tu démontres que le langage utilisé, en fait... mais je trouve ça quand même important que l'on soit capable de monter et de travailler pour avoir une preuve, comme on dit, hors de tout doute raisonnable, pour pouvoir faire condamner quelqu'un. Même si on le voit, on le trouve que c'est un chien, puis qu'il faudrait que ça ait abattu, comme on dit. Ben, le principe de l'état de droit. Oui, c'est ça. Mais parce que le jour où on abandonne ce concept-là, on l'abandonne aussi pour soi. Oh, oui, la barbarie va revenir. Exact. On va revenir au Moyen-Âge. Ouais. Hey, dernier petit truc, là. Charles Manson est mort, puis en fait, c'est pas grave, là. Mais j'aimerais ça me remettre dans l'époque, parce qu'aujourd'hui, là, des illuminés qui font des meurtres, là, en tout cas aux États-Unis, on a l'impression que c'est toutes les semaines. Ouais. Mais à l'époque, c'était une grosse histoire, une grosse sec. Il a tué Sharon Tate, qui était une vedette. Puis là, ben, je sais pas. De façon barbare aussi. Puis il y avait comme un mythe aussi autour de ça. Tu sais, sa gang qui le suivait, qui l'adulait. Puis là, ben, je suis comme un peu content, c'est fini, là. Mais ça n'a pas enlevé le phénomène. Non. OK? Tu sais, de voir des jeunes avec des t-shirts de Charles Manson. Moi, j'ai déjà posé à un de mes étudiants. Sais-tu, c'est qui ça? Il ne savait même pas. Non, Il l'avait, mais tu sais, ça, là, tu portes ton symbole, il veut dire quelque chose. C'est que tu cautionnes quelque chose. Il faut faire attention. Hein. Exact. Parce que le fait qu'il soit mort, oui, on va peut-être dire un grand criminel vient de c'est-à-dire, mais le phénomène qui l'avait conduit à faire ça est malheureusement encore présent. Et je ne veux pas faire de comparaison avec rien d'autre, mais tu as des phénomènes similaires actuellement là, qui font en sorte que des dénonciations se font. C'est sûr qu'il n'y a peut-être pas mort de personne, mais il y a mort de la dignité de quelqu'un, et c'est peut-être aussi grave. J'aime ce que tu dis et je vais terminer là-dessus. Merci, Jules, pour encore cette belle heure d'actualité. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Passez une bonne semaine.